célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Agriculture et Développement que vous aimez parce qu'elle vous permet d'analyser toutes les problématiques liées à la pauvreté, mais aussi les voies de sortie pour que nous puissions ensemble arriver à éradiquer ce mal que nous appelons la pauvreté. C'est cette émission Agriculture et Développement. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission partout en République démocratique du Congo, mais aussi vous qui êtes en dehors de la RDC, parce que désormais vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous avons eu ce désir d'analyser cet après-midi cette problématique qui est la malnutrition. Pendant que le monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation, ici en République démocratique du Congo, on parle de malnutrition et on parle d'autres maladies qui proviennent de cette mauvaise alimentation ou sinon ces manques de la nourriture saine. Voilà pourquoi nous avons fait appel à deux invités qui sont ici sur ces plateaux. Vous allez les découvrir tout à l'heure. C'est avec eux que nous allons devoir analyser cette problématique. Il s'agit de Monsieur Augustin Ayimba. Monsieur Augustin Ayimba, il est congolais, mais il est de la diaspora. Il vit en Suisse, mais il a accepté venir partager avec les compatriotes congolais l'expérience qu'il a vécue pendant ces 30 dernières années en Suisse par rapport à cette matière de l'alimentation. Monsieur Augustin Ayimba, vous êtes aussi expert en des questions sociales, mais aussi vous êtes éducateur social. Bienvenue. Merci, je suis toujours content de venir sur le plateau pour débattre sur des sujets comme ça et partager l'expérience qu'on a vécue ailleurs, ramener ça au pays. Merci beaucoup. À côté de vous, il y a un autre monsieur. Il s'agit là de Daniel Koumumbeya. Il est entrepreneur et ses entreprises ou ses activités portent aussi, entre autres, sur le secteur de l'agriculture. Donc, il est entrepreneur et il travaille dans ce secteur, mais aussi il est acteur politique. Il est de la Ligue des jeunes. Vous allez découvrir tout à l'heure quand lui-même va se présenter une fois de plus. Daniel, bonjour. Bonjour Gaspard. Bienvenue. Merci, grand et majeur, d'être sur ce plateau. Oui. C'est une fois de plus une marque d'estime et de considération. Et voilà, nous sommes là. J'étais en train de dire que vous êtes entrepreneur. Ah, oui, je suis ingénieur, analyste, programmeur tout d'abord. Oui. Et ensuite entrepreneur, comme j'aime bien le dire. Et voilà, nous sommes là. Je suis aussi, comme tu l'as dit au début, je suis de la Ligue des jeunes où je dirige la jeunesse. Donc je suis vice-président de la jeunesse. Et voilà, c'est pour parler du développement que nous sommes là. Merci beaucoup en tout cas pour vos mots introductifs. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui le monde entier célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Et le thème c'est agir pour l'avenir, un monde, plutôt une alimentation saine pour un monde fin zéro. C'est-à-dire les initiateurs de cette journée veulent nous amener dans une dimension à laquelle le monde pouvait vivre demain ou après-demain avec zéro faim. C'est-à-dire personne ne va mourir de faim, personne ne va causer des problèmes de la famine ou de la malnutrition. Est-ce que, M. Augustin Ayimba, on peut arriver à ce monde-là un jour où il n'y a pas de faim, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de gens qui meurent de faim? Mais bien sûr que oui. Moi, je vis dans un pays où il n'y a pas de faim. Je ne suis pas au paradis, mais je vis dans un pays où c'est un problème réglé. En Suisse, ce n'est pas sans vanter, c'est une réalité. On ne parle pas de faim. Parce que tout citoyen arrive à manger un petit déjeuner le matin, à midi il mange, les soirs il mange. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus que les Congolais, mais c'est parce que les systèmes qu'on va développer, le système a permis aux paysans d'être valorisés. On va le développer tout à l'heure, c'est faisable 1000 fois plus au Congo. En plus au Congo où il y a la fertilité partout, et ils n'ont pas été fertiles. Je vous dis, c'est faisable et c'est possible. Donc vous êtes confiant que cette réalité pouvait se confirmer un jour? Ça peut se confirmer, même pas dans un avenir lointain. Si seulement
On va travailler sur ça. On retrousse un peu les manches. On retrousse les manches, on en parlera. On finance les paysans, on fait venir les tracteurs, les banques donnent les fonds, les crédits, et vous verrez. Monsieur Daniel, je suis à vous. Est-ce que cette réalité-là, le monde pouvait l'atteindre un jour? Je crois qu'aujourd'hui, je vais un petit peu me replier parce que j'ai sur ces plateaux un aîné. Je crois qu'il a beaucoup plus d'expérience par rapport à moi et je crois que c'est un honneur. Je crois que je vais beaucoup apprendre et j'irai dans le même ordre d'idées. Je crois que c'est faisable, c'est possible. Nous avons assisté à l'intervention du président de la République à l'ONU. Oui. Il a parlé de... Nous avons plus de 80% des terres arables. Oui. Vous voyez, donc c'est question de mettre des politiques, favoriser le développement de ces secteurs en mettant des politiques et je crois que ça va aller. Ça va aller, donc nous sommes tous d'accord ici sur ce plateau qu'un jour nous pourrons pourrons vivre plutôt ces mondes-là où il n'y a pas de problème de malnutrition, où il n'y a pas de problème de la famine, où il n'y a pas des enfants qui meurent de faim parce que les statistiques démontrent que chaque année il y a plusieurs personnes qui sont décédées seulement parce qu'ils sont peut-être malnutris ou peut-être ils ne mangent même pas. Parce que ici en République démocratique du Congo, par exemple, Daniel, vous vivez ici, il y a tellement de réalités qui se passent. Oui. Parfois dans une maison, on se partage un petit pain. Oui, c'est ça. C'est ce que nous vivons. Et si aujourd'hui on parle du phénomène Kuluna, c'est à cause de ça, c'est à cause de la faim. Si aujourd'hui il y a de nos sœurs qui se prostituent, c'est à cause de ça. Les enfants de la rue. Les enfants de la rue, c'est à cause de ça. C'est en grande partie à cause de ça, à cause de la faim. Mais ça nous étonne parce que nous pouvons aujourd'hui, comme le président l'avait dit, je me réfère toujours à lui parce que c'est lui qui est le garant de la nation, c'est lui qui est en train de tracer la ligne, il met des politiques. Alors il a dit lors de son intervention que nous pouvons nourrir plus de 2 milliards d'habitants. Okay? Si nous nous mettons à travailler le sol, vous voyez, donc nous pouvons nourrir 2 millions d'habitants. Mais ça étonne aujourd'hui de voir que des gens meurent de faim et il y a de ceux-là qui aujourd'hui manquent même un pain le matin. Alors vraiment, je crois que c'est question de volonté. C'est ça notre réalité ici dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi en entrant, j'ai parlé, je me suis présenté en tant qu'acteur politique, jeune, bien sûr. Nous nous sommes engagés parce que nous savons que la politique a une grande part de responsabilité. Donc c'est la politique, comme je l'ai dit, les politiciens qui tracent, qui mettent des politiques et c'est des politiques de financement qui iront dans le sens de développer le pays. Monsieur Augustin, c'est vrai qu'en Suisse, vous ne vivez pas ces réalités, mais le quelques temps que vous avez passé ici déjà, vous avez trouvé des situations catastrophiques en termes de la nutrition, parce qu'il y a de ces familles-là où les matins comme ça, même le papa ne sait pas comment va se passer la journée, la maman non plus. Quand vous écoutez des réalités comme ça dans votre pays, la RDC, où il y a tout ce qu'il nous faut pour manger à notre faim, quand vous écoutez qu'il y a des familles qui, les matins, n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent, ça vous dit quoi à vous? Oui, ça fait très mal, parce que dans d'autres cieux, ils ont éradiqué ces fléaux. Donc maintenant, ils pensent à autre chose. Mais nous, on est encore ici au Congo. Moi, tu sais que je viens régulièrement tous les 3 mois, 4 mois. Oui. C'est un fléau, comme disait Daniel, à prendre vraiment, c'est un taureau à prendre par les cornes. Et pour que cela change, il ne faut pas qu'il y ait des politiques de la théorie. Dire seulement le verbe n'est pas passer à l'acte. Moi, je vais te dire tout simplement, et puis c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut que, je donne un peu les idées pistes. Il faut que l'État fasse un contrôle sur les paysans, ceux qui ont des terres, qui ont une certaine réputation et qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas de tracteur, parce qu'il n'y a pas de la main-d'œuvre. Là où nous vivons, l'État ouvre les banques. Gaspard il est allé des terres, il a besoin, je donne un exemple tout simple, de 50 000. La banque te les donne. Pourquoi? Parce que je dois acheter 3 tracteurs, je dois acheter de foin, je dois acheter des cochons, je dois travailler mes terres. Ils te les donnent 50 000. Et tu rembourses chaque mois, par exemple, 800. Ils ne vont pas te serrer à la rembourse. Non.
avec un taux de pourcentage de 3%. Donc cela permet aux citoyens, déjà quand tu as une telle somme, tu vas créer des emplois. Tu ne vas pas travailler tout seul, une grande étendue de terre, tu vas embaucher, et du coup, tu as les 3 tracteurs, tu as 30 cochons, tu as des vaches vont produire du lait, les cochons vont produire des saucisses, et la terre, il y aura des maïs, il y aura des épinards, il y a tout. Mais devine, prenons 5000 paysans que les banques ont financés. Je parle de paysans sérieux, parce que nous connaissons quand même les réalités d'ici. C'est à peine qu'il y a un peu d'argent, tout le monde passe déjà à détourner. Mais là, c'est des personnes, tu vois, quand on parle d'un pays... Et vous allez voir que même ceux qui ne font pas l'agriculture, même ceux qui n'ont jamais investi dans ce domaine, ils vont s'accaparer de ces moyens-là et au finish, ils n'en font absolument rien. C'est ce que je te dis, il fallait que l'État ne peut pas financer des gens qui, à moins qu'il y ait de la magouille. Si l'État connaisse des vrais paysans, pour demander un crédit à la banque, dans nos pays-là, il faut ramener un dossier. Ils savent où tu habites où, ton CV, tu as rien passé. L'État, je vous dis, ils investissent chez les paysans, vraiment, parce que c'est eux qui nous nourrissent. Pour avoir du lait le matin, il faut que les paysans renforcent les centres commerciaux. Pour avoir du pain, il faut que les paysans fassent des farines. Alors, puisqu'on est en train de parler de la journée mondiale de l'alimentation, parce que nous allons de temps à autre nous référer à cette journée-là, l'alimentation en question, est-ce que l'alimentation, j'avais voulu que nous soyons avec un médecin sur ce plateau, mais il s'est excusé par rapport à différentes responsabilités. En tout cas, je sais que vous êtes intellectuel et que vous avez quand même des connaissances. Est-ce que l'alimentation a un peu de l'influence sur notre état de santé? C'est-à-dire, est-ce qu'une bonne alimentation peut aussi nous faire en ce que nous soyons en bon état, de manière sanitaire? Tout à fait, bien sûr. Et il revient à comparer, peut-être, comme vous l'avez dit, c'était important d'avoir un médecin sur ça, même un nutritionniste. Mais il revient à comparer, là, ce sont des faits avérés, un enfant qui prend du lait. Vous verrez récemment la différence entre un enfant qui prend du lait chaque matin et qui va à l'école, d'un enfant qui ne prend pas du lait. Vous verrez que sur le plan intellectuel, l'enfant aura développé, celui qui prend du lait aura développé certaines facultés mentales qui lui permettra de bien réfléchir et de bien capter le cours. Donc, ça influe, si je peux me dire. Donc, la nourriture, l'alimentation, là j'ai fait référence au lait. On peut maintenant prendre tout ce que nous prenons chaque matin, bien manger. Ça veut dire bien manger, c'est pas seulement prendre du foufou, manger. Non. Le foufou, tel que nous le faisons, quand tu remplis ton ventre et tu penses que tu as bien mangé. Non, veiller à l'alimentation, l'équilibre. Tu prends un peu de jus de fruits, tu prends des légumes, un peu de poisson, de la viande, de la volaille, un peu de la viande. Donc, il faut mélanger ça. Je crois que l'équilibre, c'est ce qui permet à ce que nous puissions évoluer à être en bonne santé. Monsieur Augustin Aïma, sur cette même question, je sais que vous vivez un peu loin d'ici. Est-ce que les personnes qui mangent bien sont des personnes qui sont en bon état de santé? Tout à fait, je suis d'accord avec Daniel. Ça s'appelle ce qu'on appelle en français un repas équilibré. Oui. Un repas équilibré, c'est quoi, Gaspard? C'est-à-dire, tu te lèves le matin, nous aussi on a pris ça là-bas, on est venu d'ici, on a découvert, il y a d'autres ici, ils mangent équilibré. C'est-à-dire, le matin, tu te réveilles, tu as un bol de lait, ou bien un bol d'orange, un peu de croissant, avec un petit café. Un peu de confiture, de beurre, c'est toi qui sais. Quelqu'un qui se nourrit comme ça le matin, c'est équilibré. Même sur le milieu de travail, vous serez un peu en forme par rapport à une personne qui n'a pas bien mangé ou parfois qui n'a pas mangé. On a vécu ça ici. On lui donne un travail comme ça, mais c'est... Ouais. Quelqu'un qui mange équilibré, en prenant un terme terre à terre, il est de bonne humeur. Ok. Il est de bonne humeur parce que le corps fonctionne normalement. Le corps est bien nourri. Quelqu'un qui n'a pas pris son petit déjeuner, il va manger peut-être à 14 heures plus tard même. Il ne va pas fonctionner normalement. C'est pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est parce que le corps ne va pas travailler comme il faut. Donc, il est impérativement nécessaire de prendre
d'être nourri convenablement si on a les moyens. Parce que moi, je veux dire, je ne le casse pas. Dans ce pays, les Congo, on parle de la pauvreté, mais il y en a qui vivent au-delà de la richesse. Moi, j'ai découvert, en vivant ici, je sais que dans certaines familles qui ont un peu de moyens, ils mangent convenablement bien. Vous savez, monsieur Augustin, les statistiques ont démontré que les Congolais, nous qui sommes ici, vivons chaque jour de moins d'$1. Alors que selon l'expérience des nutritionnistes, je suis tombé sur une brochure que je lisais, et les experts disent que au moins chaque jour, une personne devra manger 2 kilos d'aliments, 2 à 3 kilos d'aliments. Mais je me pose la question, comment un Congolais qui vit de moins d'$1 pouvait-il manger 2 kilos alors que... C'est pratiquement impossible. S'il faut ajouter quelque chose à ce que Léni vient de dire, je crois qu'il y a un adage qui dit ventre oreille n'a point ventre affamé pardon n'a point d'oreille. Je crois qu'il fait l'inverse. Alors quelqu'un qui n'a pas mangé, il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas donner le meilleur de lui-même et il voudra tout faire, n'importe quoi pour avoir à manger. Je me rappelle quand je suis arrivé en Suisse, parce que quand on arrive là-bas, on travaille, il faut travailler. On travaille dans l'échafaudage. Il y a plusieurs années, en 1992. Nous travaillions dans l'échafaudage avec les Yougoslaves à l'époque. Alors moi, je venais du Congo à l'époque, j'ai mangé peu. Il s'appelait Babici, Tom. Il m'a dit, mais Augustin, tu rigoles ça, tu manges ça? Moi, je crois au Congo, j'ai juste un bout de pain. Mais non, prends des cervelas, prends du jambon, prends un bout de pain, puis un verre de lait pour être en forme. Mais ça, tu vas pas. Les échafaudages, c'est lourd. Tu vois, là, j'ai compris que ces gens travaillent bien parce qu'ils mangent bien. Et quand il m'a soulevé, il soulève, les gars, il s'est bien nourri. Non, ils travaillent bien parce qu'ils mangent. Il est bien nourri. Mais quand on n'arrive même pas à manger, ne fût-ce qu'1 kilo seulement d'aliments, on ne va pas très bien travailler. Alors, s'il faut ajouter dans cette l'idée de l'aîné en parlant de. Je crois qu'il n'a pas utilisé un terme, il a parlé de politique, de soutenir les fermiers, les agriculteurs. Moi, je parlerai des coopératives. Vous voyez, aujourd'hui, nous devons soutenir le coopératif. Avec une bonne politique, l'État peut mettre des moyens. Parce qu'on a des agriculteurs qui travaillent déjà sur le terrain. Vous allez à l'Équateur, vous verrez des gens qui travaillent. Ces gens-là, ils produisent. Mais il y a un problème, ils sont goûtés à un problème, c'est les transports. Les transports, parce qu'il y a un problème on a plus de routes, de dessertes agricoles. À l'Est, vous verrez qu'il y a du fromage qui arrive ici à Kinshasa. Mais c'est question de permettre, de remettre de moyens à ces personnes. Ce n'est pas à n'importe qui. On l'a dit. Voilà pourquoi nous, à chaque temps quand je viens, tu m'invites, nous parlons de l'entrepreneuriat. C'est donner des moyens à des entrepreneurs. Ça veut dire, un entrepreneur, c'est celui qui a une idée, un mental fort. L'entrepreneuriat, c'est une culture. Tout à fait. Vous voyez, quand, par exemple, l'aîné, il a longtemps vécu en Suisse, il a une certaine culture de Suisse. Vous voyez, donc il y a de ces choses-là qu'il fait par rapport à l'environnement où il a vécu. Et quelqu'un qui n'est pas européen, quand il arrivera en Suisse, vous voyez, il sera un peu dépaysé au début. Pourquoi? Au départ, pardon. Culture. Parce que ce n'est pas la culture dans laquelle il vit. Vous voyez, c'est ça, c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur, ça veut dire quand on vous donne des moyens, que vous pouvez aujourd'hui échouer, vous pouvez aujourd'hui perdre 50 000 $, mais demain, vous allez vous relever. Moi, je vais vous parler de l'histoire je vais vous parler de Jack Ma, une parenthèse. Jack Ma, nous connaissons tous Jack Ma. Il a commencé avec une entreprise, il a échoué, et il est reparti pour une deuxième fois. Il a demandé de prêt chez ses amis. Ok, il est reparti avec Alibaba. Aujourd'hui, il pèse 400 milliards de dollars. Ok, vous voyez donc, c'est question de remettre de l'argent maintenant à ces entrepreneurs, à ces fermiers, créer de sortes de coopératives. Parce que l'État, aujourd'hui, il y a eu pillage vers les années 90. Ça a mis le pays en faillite. Ceux qui travaillaient, ceux qui avaient la dynamique de travail, c'était les Portugais, les expatriés, plus les expatriés. Et nous, on n'avait pas tellement cette culture-là. On travaillait juste. Vous voyez? Maintenant, ça ne sera pas facile. S'il faut prendre en compte les 5 ans que le président de la République fera, ça ne sera pas facile de relancer toutes ces entreprises. Voilà pourquoi il ne faut pas trop compter aux entreprises publiques. Ok? Il faut mettre des moyens à ces
agriculteurs, à ces entrepreneurs qui iront sur terrain, qui vont travailler avec des coopératives. Ça veut dire remettre des tracteurs, remettre de la semence, remettre, de sorte que vous verrez cette dynamique-là, si ça tourne, ça essaie un peu de tourner la République. Vous verrez qu'à l'Est, on va produire du lait, on va produire des pommes de terre, et on sera saturé. On sera saturé des aliments et il sera maintenant question de créer de routes de descente agricole et on va inonder le marché congolais et on va vendre ailleurs. Vous êtes très nombreux en train de suivre cette émission. En tout cas, vous pouvez réagir en nous envoyant juste un SMS par le numéro qui s'affiche en bas de votre poste téléviseur. Vous pouvez juste nous envoyer un SMS. Vous qui avez une idée, vous qui avez une contribution par rapport à cette thématique que nous sommes en train de développer ici, nous sommes en train de nous poser cette question: que faire pour éradiquer la malnutrition ici en République démocratique du Congo? Monsieur Augustin, à vous entendre parler, vous dites, c'est comme si la solution primordiale pour éradiquer la malnutrition ici en République démocratique du Congo, il faut d'abord miser sur l'agriculture. Mais bien sûr que oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut commencer, par les banques. L'argent, c'est l'argent des Congolais, géré par les banques. Alors, on fait un contrôle de tous je parle des vrais paysans, pas ceux qui, on connaît bien le mental du Congo. Quand on parle de financer l'agriculture, tout le monde est agriculteur. Maintenant, on connaît les bons agriculteurs. Ça, c'est réalité. Les banques. Moi, je connais. On a vécu avec le FPI récemment. Moi, je connais, avant de partir en Suisse, en 1987-8, il y avait un monsieur, notre voisin du côté de Mongafula, il avait un grand champ du côté d'Nsela à l'époque. Et il avait des maïs, des maniocs, de tout. Chez lui, on parlait pas de... Il y avait excès. C'est moi pourquoi? Parce qu'il il coopérait avec les Japonais. Il avait un grand terrain du côté de Tsélé. Et il avait, je pense, 3-4 tracteurs. Avec un tracteur, Gaspard. Moi, je me souviens, je viens de là, je pars de là bientôt. Un paysan peut faire un champ de 100 mètres carrés. Tu m'écoutes? En moins d'une demi-journée. 100 mètres carrés. Bien sûr que oui. Mais parce que... Nous, on vit avec, on a grandi depuis 30 ans, on le voit. À Okatelanganae, en 100 mètres carrés, en une demi-journée, il tourne la terre. Quand il repassera demain, il met les maïs. Mais il repasse là 6 mois après, un grand champ de maïs. Mais parlant de maïs, Daniel, parlant de maïs, en tout cas, il y a des situations qui parfois, quand vous les écoutez, c'est une honte. Donc récemment, d'ailleurs c'est ce mois d'octobre, je pense les 2 octobre par exemple, où la République démocratique du Congo à travers son gouvernement avait signé un protocole d'accord avec le gouvernement zambien pour importer 5 millions de tonnes de maïs. 5 millions plutôt, 5 millions de tonnes de maïs. Des farines de maïs. Est-ce que c'est vraiment... C'est honteux. Alors c'est honteux et c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot à cela. Il y a la production de maïs à Kanyamaka, c'est par exemple avec le service national, mais aujourd'hui où en sommes-nous? C'est ça, nous sommes en train de tourner tout autour de ce que nous sommes en train de dire, c'est question de mettre de moyens. Okay. Et le moyen, on ne doit pas mettre de gros moyens, obligatoirement mettre de gros moyens, avec de petits moyens. Il y a des gens, il y a remettre à ceux qui le veulent, à ceux qui le veulent et à ceux qui Daniel, ici nous sommes en train de parler nation, nous sommes en train de parler de notre pays. Les moyens, on en a vu par exemple, on a donné à Bukangalonzo là-bas, il y avait des moyens qu'on avait affectés là-bas. Mais où en sommes-nous avec Vous êtes en train de parler, là vous sortez du contexte dans lequel nous sommes en train de parler. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une autre personne qui dirige le pays. Oui. Okay, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo qui dirige le pays. Donc je crois qu'il a sa vision à lui. Oui. Il a une vision, il est en train de diriger le pays et je crois que je les salue d'ailleurs parce qu'à l'Est, il vient d'inaugurer, il y a un centre de recherche. De recherche, de transformation. Voilà, de tout ça là. Et c'est déjà important, pourquoi? Parce que nous connaissons, on avait le Yangambi. Il y avait des Yangambi. Yangambi, non, le INRB. Hein? Oui, il y a tout ça. C'est quoi? Une institut de recherche. Hein? Il y avait une institut de recherche à Yangambi et un peu partout dans la République. Donc cet institut
de recherche permettait à ce qu'on puisse travailler, qu'on puisse travailler et permettre à ce que on puisse développer de formules, je sais pas, les scientifiques qui connaissent, permettre à ce qu'on puisse travailler le sol. Parce que la RDC, vous avez quand même l'expérience et vous connaissez votre pays. La RDC, bien sûr que je suis né ici. Est-ce qu'on peut importer les maïs de la Zambie? Non. Bon, écoute, dans ces cas particuliers, vu la période que traverse, la nécessité, mais à la longue, franchement, entre nous, c'est une honte. C'est une honte parce qu'ils ont des terres. C'est une aberration. On a des terres fertiles comme eux. Les Congolais ont 2 mains communes, ont 2 mains, 2 jambes. Les cerveaux comme les Zambiens. Il ne faut pas se rabaisser. Il y a nécessité, c'est bon, mais à la longue, il faut le grand Congo de Lumumba, il faut redresser la tête. Voilà. Le grand Congo de Mobutu, on va continuer jusqu'aujourd'hui à importer les simplement parce qu'il n'y a plus les salons Walinga Moussala. Les Congolais, on les a enlevés, on a enlevé l'essentiel du Congolais. Ils sont allés vers la frivolité, l'ambiance, être dans un bar assis. Parce que moi, je viens d'un pays où ils sont restés dans l'essentiel. C'est-à-dire que quand je vois un paysan, déjà, on le respecte. Je vais donner un exemple. Tu sais, ils n'ont pas de terre fertile. Bientôt, c'est l'hiver. Hein? Donc, l'hiver, c'est quoi? C'est vous avez une pluie des neiges. Et les sols deviennent, qu'est-ce que je peux dire? N'est plus fertile. Alors, le paysan, qu'est-ce qu'il fait? Il doit mettre ce qu'on appelle en français les purins. C'est-à-dire les déchets des cochons qu'il a mis de côté. Il doit verser sur les sols. Et ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Nous, les Suisses qui sont là-bas, on sait, ça sent mauvais. Et puis, on accepte. Parce qu'on sait pourquoi il fait ça. On respecte les paysans. On reste parce que c'est eux qui nourrissent la population. Si aujourd'hui, les ministres d'agriculture recensent tous les agriculteurs, on fait ce qu'on appelle, on fait une coopérative, ils se mettent ensemble. On appelle les banquiers, le président de la République est informé, les ministres d'agriculture est informé, son équipe. On dit investissons telle somme d'argent vers l'agriculture. C'est-à-dire, ils vont donner leurs besoins et ils vont noter les besoins, ils financent. Avec des règlements, qu'il n'y ait pas de dérapage, qu'il n'y ait pas de détournement, qu'il n'y ait pas de vol. Parce que les choses qu'il faut, ici dans notre pays, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait un suivi. Quand on finance comme ça, on ne laisse pas la banque, on donne, on suit. Alors, je vous vois comme si, à vous entendre parler, vous soutenez quand même l'idée du chef de l'État, selon laquelle il faut que le sol fasse quoi? Ce qu'on appelle la revanche. Bien sûr. Par rapport au sous-sol. Bien sûr. Donc, parce que le sous-sol, c'est le minerai, alors que le sol, c'est l'agriculture. Daniel, vous avez suivi ces Oui, j'ai suivi. Et aujourd'hui, on a vu comment le cours du cobalt, quand ça a chuté, l'entreprise qui exploitait le cobalt, ils ont voulu fermer. Je crois qu'ils ont fermé, mais maintenant, là, le cobalt est en train de reprendre. Je ne sais pas s'ils ont fermé définitivement. Mais vous voyez pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas attelé à diversifier l'économie du pays. Quand vous diversifiez l'économie du pays, ça fait en sorte que quand ça ne va pas, l'agriculture fermera la non, mais c'est impensable. Nous avons 80% de terres arables, 12% d'eau douce. Écoutez, ce sont des enjeux importants auxquels on doit prendre conscience. Vous savez, aujourd'hui, le lac Tchad est en train de s'assécher. Ça sèche. Vers le sud, nous voyons le désert qui est en train de prendre. Alors nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. Nous sommes capables de nourrir 2 milliards d'habitants. Ok. C'est question maintenant de prendre conscience. Il faut prendre conscience. Ce genre d'émission, c'est de vulgariser, de rappeler à la population la vocation que nous avons. Nous avons la vocation de la puissance. Nous avons la vocation de la grandeur. Nous pouvons nourrir l'Afrique. Nous pouvons nourrir le pays d'abord, nourrir l'Afrique et nourrir le monde. Ce n'est pas le moyen qui manque, mais c'est juste question de volonté. Donc avec peu de volonté, on peut mettre des politiques et
permettre à ce que ces... Parlant de la volonté politique, Daniel, récemment, le chef de l'État, je pense le 8 octobre, il avait inauguré un centre de recherche au niveau de Bukavu. Là, nous sommes déjà au sud de Kivu, et c'est là où il a inauguré ce centre-là qui devra permettre la recherche dans le secteur de l'agriculture, mais aussi ce centre-là permettra aussi la distribution des semences à ceux-là qui travaillent déjà. Vous pensez que c'est une bonne initiative? C'est une très bonne initiative. C'est de ça que d'ailleurs j'étais en train de parler. Parce qu'il faut atteindre le fermier, il faut atteindre ces agriculteurs. Je crois que si le président met de moyens, comme il a commencé, c'est déjà important, c'est déjà bien, nous encourageons en tout cas, coup de chapeau chef de l'État. Il faut maintenant que ça ne s'arrête pas là, qu'on puisse maintenant étendre. Donc ça veut dire, comme aujourd'hui actuellement je viens de suivre le DG de l'INPP, on est en train de construire un peu l'INPP partout. Cela permettra à ce que les jeunes aillent se former. Il ne viendra pas seulement ici à Kinshasa. Et si on prend cette initiative de créer ces centres de recherche partout dans la République, dans toutes les provinces, il faut tenir aussi en compte que toutes les provinces, par exemple chez moi à Bumba, chez nous, nous cultivons le riz. Okay? Nous, c'est plus le riz. Donc, je crois que même la création, la construction de ce centre de recherche tiendra en compte cela, de sorte que nous savons, par exemple, à l'est, au nord du pays, à l'équateur, on cultive le riz. Et quand on crée, par exemple, un centre de recherche, ça n'aura pas à prendre plusieurs éléments, par exemple, à faire de recherche sur le lait ou quoi que ce soit. Le riz, c'est focalisé sur le riz. Ainsi de suite, on aura maintenant à développer ces capacités-là dans l'ensemble du territoire. Est-ce que la Suisse, là où vous vivez, la Suisse aussi vit de l'importation des denrées alimentaires? Non. L'importation des denrées alimentaires. C'est un petit pourcentage parce qu'ils se sont battus. Il faut être quand même fier, il faut avoir la fierté nationale qu'on n'importe pas. Oui, ils se sont battus, des fois il y a ce qu'on appelle en français des excédents. Non, mais en termes de coopération bilatérale ou multilatérale, il y a toujours des choses que l'on peut importer mais il y a des alimentaires. Non, pas du tout. Parce que je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des vaches folles. Il y a des vaches folles qui venaient d'autres pays. Mais pour ne pas avoir des vaches folles chez soi, il faut faire quoi? Il faut avoir vos vaches à vous. C'est ça. Au Congo, il n'y a pas de vaches, on mange même des folles parce qu'on a besoin des vaches. Mais ils sont conscients, il a dit, mais on parle des vaches folles, c'est-à-dire des vaches qui sont contaminées. Produisons nos vaches, aidons nos agriculteurs, on les appellera des paysans. Tu verras, ils ne sont pas dans les villes, ils ne sont pas dans les villes comme ici, tout le monde dans les villes. Non, ils seront dans les Kimpese, ils seront à Congo, ils seront Kimpese, Mbazangungu, Likasi dans les coins où, Bounia dans les coins où reculés. Kanyama, tu le verras avec une étendue de champs qui commence par le maïs, les maniocs, les arachides, les vaches, les cochons. Je pense que je vais vous faire rire. Je crois que il y a quelqu'un qui me parlait, qui disait, il était en Afrique du Sud et il était quelque part, genre, je sais pas, un shopping mall, quelque part, et il était vers le parking. Il voit des jeunes venir, ils étaient véhiculés, carrosse là. Et c'est lui, le frère congolais qui était à ses côtés, il lui dit non, ça c'est des enfants, ils étaient en train de faire des tapages, et lui il a dit non, mais ça ce sont des enfants des autorités du pays qui disent non, il a dit non, c'est pas des enfants des autorités du pays, c'est des enfants des fermiers que vous voyez. Vous voyez pourquoi j'étais en train de soutenir l'idée de l'aîné, c'est question de mental. Vous voyez, quand on a l'idée, on se met toujours en tête que ceux qui ont de l'argent, ce sont toujours ceux qui doivent faire la politique, c'est déjà un problème. Quand on est cultivateur, quand on est fermier, c'est une honte. Non, on peut bien mieux vivre dans d'autres pays, mais en RDC, c'est une sorte. Voilà, on ne favorise pas tellement ce secteur, tellement que les gens se disent, voilà, travailler, être fermier. Je vais intervenir ce qu'il a dit, Daniel. En RDC, c'est ce que j'ai remarqué. Ce n'est qu'un constat, j'ai le lecteur, c'est que pour avoir une certaine sécurité financière, carrément, c'est la politique. Donc, autrement dit, la politique, c'est un endroit de l'argent. Tout, c'est comme un terrain de bâtons. Qui va tuer l'autre? C'est la lutte là-dedans. Qui va écraser l'autre? Alors qu'on devait vivre même les générations qui viennent, ils ont hérité cette mentalité. Dans quel parti politique je peux entrer? Il ne va pas pour servir le pays là où ça marche bien.
Je vais rentrer là-bas. Et vous avez dit quelque chose ici, en tout cas, c'est quelque chose de très important, que aujourd'hui vous décriez, c'est vrai que l'État peut mettre des moyens, mais vous allez voir quand l'État va mettre des moyens pour financer par exemple le secteur agricole, c'est toujours ces mêmes politiciens-là qui n'ont jamais cultivé, qui vont devenir encore des agriculteurs, des agronomes et prendre cet argent de l'État pour faire rien. C'est ce que je t'ai dit. Au finish. Mais je vais vous dire une chose. On a vu ici, monsieur Augustin, je vous dis, on a vu ici des tracteurs qui ont traîné dans les maisons de certains politiciens qui n'ont rien fait. Alors qu'au fin fond là-bas, on en cherche. Mais je vous dis simplement, c'est ça le mal de chez nous. C'est ça le mal de chez nous. Parce que dans d'autres cieux, je vais te donner un exemple tout simple. Quand on prête l'argent à la banque, tu veux magouiller, ça ne marchera pas. Parce que tu seras mis dans une liste rouge. Le système est tellement verrouillé. Donc, le système est sérieux. Pas verrouillé méchamment, est sérieux. On ne veut pas laisser les aventuriers, ceux qui profitent, percer comme ça. On veut laisser les diplômés dans l'agriculture travailler. C'est-à-dire quand tu demandes l'argent et que tu magouilles, et ça fait faillite, la banque reconnaît que monsieur tel, on lui donnera plus rien. Et ce qu'on t'a donné là, tu l'as remboursé. La justice s'occupe de toi. Est-ce que la jeunesse... Oui, Gaspard, tu sais, mon cher, je suis jeune, voilà pourquoi j'aime participer à ces émissions. Nous devons prendre conscience. Quand j'ai commencé à m'activer à l'entrepreneuriat, parce que je suis entrepreneur, j'ai eu à assister à plusieurs forums. Et il y a un forum qui a changé ma façon de voir les choses. C'est où on parlait, on avait comme thème l'innovation collaborative. Okay, travailler ensemble, innover ensemble. Il y a eu la participation de l'ancien, parce que c'était dans l'ancien régime, avant qu'il puisse y avoir élection. Le ministre de l'entrepreneuriat était là, M. Liota, et le DG de l'ANAPI, et tout ça, là, ils étaient présents. Et on parlait du danger que nous avons. Ok, il y a un danger. Nous voyons aujourd'hui les gens venir de l'extérieur, des expatriés venir ici, acquérir de terres. Ils achètent de terres de partout. Nous vendons, même des terrains miniers, nous vendons. Même des terrains, nous vendons des hectares partout. Et les Congolais, nous sommes cantonnés ici, à Kinshasa. Ou dans les grandes villes. Moi, je passe vers Kimpoko. Vous allez de l'autre côté, vous verrez ces gens-là travailler. Moi, je n'appelle pas à la haine. Ce n'est pas la haine, mais c'est juste pour réveiller notre conscience. Ils ont droit à travailler. C'est comme nous aussi, nous allons dans d'autres pays travailler. Mais il faut réveiller notre conscience. C'est de ça que c'est là où je suis en train d'épingler. La conscience. Donc ça veut dire... Daniel, ça c'est très important, il faut vraiment le souligner. Donc les gens viennent de l'extérieur. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils achètent les portions de terre. Ils achètent des portions parce qu'ils connaissent, ils savent l'importance, les potentialités que nous avons. Bien sûr. Vous voyez, et nous-mêmes, ils sont en train d'exploiter ça, bien que ça, on est en train d'avancer. Ils n'avancent pas à 100 à l'heure, mais ils avancent quand même. Ça veut dire dans 10 ans, dans 20 ans, quand le pays il y aura développement, ils vont eux aussi émerger. Mais maintenant, l'importance, lorsque j'ai pris part à ces forums, c'est là où on s'est dit, mais non, le pays est en danger. Pourquoi? Parce que dans 10, dans 20 ans, on risque de tomber au même cas que l'Afrique du Sud, où on a 80% de terre entre les mains des Blancs, ok, et le Zoulou, le Noir et tout ça là, ils ont que 20%. Vous voyez, et ils sont maintenant en train de créer des lois pour essayer un peu de répartir les terres. C'est le cas peut-être au Zimbabwe. Alors, donc il faut réveiller la conscience, prendre en compte. Alors, si vous étiez... S'il vous plaît, c'est important, prendre en compte le fait aujourd'hui, nous venons de signer, le pays a signé l'accord de la zone de libre-échange. Demain, après-demain. Ça veut dire l'accord de libre-échange stipule que les produits qui viendront dans d'autres pays africains vont entrer sans être taxés. Voilà. Vous voyez, ça veut dire que le marché congolais sera inondé dans 10, dans 5, dans 10, dans 20 ans. Et quand vous ne produisez pas, vous serez inondé. C'est bien, les Congolais diront, voilà, on va manger à notre faim, voilà, ça sera bien. Mais c'est des capitaux congolais qui vont quitter le pays chaque mois. Ça sera à coup de millions et de milliards qui vont aller enrichir d'autres pays. Donc il faut prendre en compte aussi ce fait-là. Nous avons signé des accords et maintenant il faut relancer cette dynamique. Vous vous inquiétez, mais c'est ça la loi. L'accord de libre-échange n'est pas, elle n'est pas mauvaise. Ok. Mais non, j'allais dire ceci. Vous savez, quand vous ne produisez pas,
Vous êtes obligé de subir ceux qui produisent. Oui, donc, vous êtes obligé de subir, mais nous ne voudrons pas subir. Nous voudrons que nous puissions, la jeunesse, le pays, nos autorités puissent prendre conscience de cela. Est-ce que cette jeunesse-là est prête, par exemple? Mais nous sommes en train de vulgariser, c'est le travail que nous faisons, en tout cas, en passant par la RTVA ici. Par la RTVA, je suis jeune. Oui, il y a de ces jeunes qui sont en train de voir, et ils sont en train de me suivre, pardon. Je crois que je suis un modèle pour eux. Et ils doivent me suivre. On doit se réveiller. Si on ne se réveille pas, la jeunesse doit se réveiller. La jeunesse, moi je parle de la jeunesse parce que la jeunesse c'est l'avenir du pays. Donc on doit se réveiller et travailler. Monsieur Augustin, vous êtes aussi encadreur de jeunes, là où vous êtes, et même ici, vous faites le même travail. Est-ce que quand vous observez de près, la jeunesse congolaise est consciencieuse des défis qui sont devant elle? Une certaine jeunesse comme Daniel commence à prendre conscience de l'avenir. Oui. Une certaine jeunesse commence à voir qu'il faut quitter un peu les distractions, qu'il n'y ait pas que la vie ne s'arrête pas seulement à la bonne musique, à la danse, à la bière, au concert. Pendant que nous sommes dans le chômage. Voilà. Moi, il faut que la jeunesse se réveille, il faut que l'État, ceux qui sont au pouvoir, pensent, par exemple, 20 ans avant. Il faut se projeter dans l'avenir. Moi, je vais donner un exemple. Dans nos pays où nous vivons, parfois, il y a les chômages qui arrivent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a les chômages qu'on meurt de faim. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas des diamants, ils n'ont pas des cobalt. Ils misent sur les paysans. Même si les prix baissent, mais les paysans, la terre reste fidèle. La terre reste fidèle. Même s'il n'y a pas beaucoup du côté industrie, il arrive des fois, selon les marchés internationaux, les ventes baissent, les montres, on n'arrive pas à l'excès. Mais vos paysans là, ils vous feront toujours des arachides, ils vous feront toujours des maïs, ils vous feront toujours des maniocs, ils vont élever vos cochons, ils vont élever vos vaches. Vous voyez? C'est pour ça que tu verras, Gaspard, dans ces pays-là, je parle de, actuellement, ce n'est pas seulement les Schengen, c'est l'Indonésie, c'est les Malaisie, c'est les pays qui émergent. Singapour. Tu débarques à Singapour aujourd'hui, tu vas rêver. Tu ne pourras pas. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à Dubaï, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 4 mains? Ou bien ils ont 4 bras, je ne sais pas quoi. Ils sont comme nos frères. C'est question seulement de bosser. C'est question que ceux qui ont un certain pouvoir, qui dirigent certains ministères, de prendre les choses comme il faut, de mettre, de paquer, de s'investir là où il faut. Et moi, on comprendra qu'il y a que nos politiques s'investissent réellement lorsque ils vont augmenter, ça veut dire la part de l'agriculture dans le budget. Voilà. Okay? Donc l'enveloppe allouée à l'agriculture, lorsque ça va augmenter, c'est alors qu'on comprendra que réellement l'État s'est investi dans l'agriculture. Parce que là, ils sont en train d'élaborer, je crois, il y a un projet de loi qui a été déposé. Donc la part qui sera louée à l'agriculture, c'est alors qu'on comprendra que voilà, réellement ils ont une politique agricole. Moi, je dirais cette part peut, parce que le projet de loi parle de 10 milliards. On peut mettre 3 milliards, allouer 3 milliards à l'agriculture. Et déjà, pendant que l'éducation a déjà 2,6 milliards, c'est le secteur de l'éducation. Déjà, parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, on parle du travail, ok? On ne peut pas parler de travail. Avant de parler de travail, on doit parler de formation. Formation. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas passer au travail sans être formé. Vous voyez? Donc voilà. C'est un peu ça. Monsieur Augustin, en tout cas, l'État nous fait défaut. On nous fait déjà signe que nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Les gens du monde disent que bonnes choses ne durent pas. En tout cas, vous avez la matière à donner à nos compatriotes, mais le temps nous fait défaut. Sinon, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir, Monsieur Augustin? J'aimerais d'abord commencer par Daniel, pour que vous, par rapport à la préséance, que vous puissiez un peu donner votre conclusion. Daniel, les jeunes nous suivent maintenant là en direct de la RTVA et ils nous suivront même en rediffusion. Qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir? Qu'est-ce que les dirigeants peuvent retenir? Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir par rapport à cette thématique que nous venons d'analyser? Comment éradiquer la malnutrition? En un mot, je dirais, c'est de prendre conscience. Les autorités, les jeunes, la population doit prendre conscience des enjeux parce que l'enjeu est de taille. Nous ne pouvons plus perdre ces 5 ans
comme ça inutilement. Donc on doit s'investir, et s'investir c'est dans l'agriculture. Parce que comme l'a dit mon aîné ici sur le plateau, l'agriculture ne ment jamais, l'agriculture ne trahit jamais. Et en tant que jeune, je suis avenir de ce pays. Je suis votre frère, vous qui me suivez, jeunes et vieux, je suis votre enfant, mais je vous interpelle. Aujourd'hui, nous voyons Greta Thunberg marcher pour parler de l'écologie. Moi, je suis sur ce plateau pour parler de l'agriculture. Et levons-nous, tenons-nous main dans la main et avançons. Merci beaucoup, monsieur Augustin Aïmba. Oui. Qu'est-ce que les compatriotes congolais peuvent retenir de cette émission? Écoute, moi, je peux tout simplement interpeller ceux qui sont au pouvoir. Parce que les Congolais, chez nous là-bas, il y a les coachs. Les jeunes, ils sont coachés par les aînés. Que les Congolais aient des bons coachs. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. La terre a été toujours fidèle. La terre au Congo, je vais clôturer par là, en Suisse. Tu jettes un noyau, un cocoli, hein? Ça sèche, ça pourrit. Et ça sèche, c'est perdu. Mais au Congo, tu jettes, ça donne quoi? Ça fleurit. Ça fleurit, ça donne germe. Tu vois la différence? Dans d'autres recettes, tu jettes une arachide, elle disparaît. Mais tu jettes une arachide au Congo, tu as une plante des mains. Mais pourquoi? Il faut se poser des questions, il faut qu'il y ait des réformes audacieuses. Ceux qui sont au pouvoir, les banquiers se mettent debout, qu'il y ait confiance aux agriculteurs et qu'il y ait du sérieux. Il ne faut pas qu'on investit, on sait là où va l'investissement, on fait ce qu'on appelle là-bas un suivi. On sait où est parti l'argent, ça aboutit à quoi? Parce que dans les champs, tu investis au mois de janvier, vers au mois de juillet, tu as les résultats. Donc moi, à mon avis, il faut qu'il y ait des réformes, alors des réformes audacieuses, des gens qui osent dire qu'écoute, d'ici dans 2 ans, le président dit ceci, nous les vivrons. Nous les vivrons, qu'il n'y aura pas de faim au Congo, parce que les seigneurs qu'on adore dans ces pays, il a donné des terres fertiles. Ouais. Le monde a célébré la journée de l'alimentation aujourd'hui, et sur ces plateaux, nous étions en train d'analyser cette problématique que l'éradication de la malnutrition ici en République démocratique du Congo. Vous avez compris, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous avez compris la pertinence des interventions des invités qui sont ici sur ces plateaux, et on a compris que la solution à ces problèmes de la malnutrition, c'est la production locale. C'est-à-dire que les Congolais, nous devons nous mettre la main dans la main pour produire ici en République démocratique du Congo pour une autosuffisance alimentaire, mais aussi pour faire de l'exportation, parce que c'est une aberration que de rester toujours un des plus grands importateurs, même des denrées alimentaires auxquelles nous sommes capables de produire ici en République démocratique du Congo. Alors je suis rassuré que tout le monde aille quand même